C'est l'heure de votre déclaration d'impôt. Vous avez jusqu'à début juin pour déclarer vos revenus de l'an passé et savoir à combien vos impôts s'élèveront. Cette somme, que vous avez en partie déjà versée, c'est l'argent qui servira à Emmanuel Macron pour limiter la liberté d'expression des médias alternatifs et instaurer la censure numérique avant 2027. C'est aussi l'argent qui finira dans les poches d'oligarques ukrainiens corrompus pour s'acheter des Bentley et des yachts, pendant que leurs compatriotes se font trouer la peau pour les plans des faucons américains. Vos impôts serviront aussi à financer la politique migratoire et l'un de ses principaux promoteurs, l'audiovisuel public et les salaires délirants des dirigeants, qui plus est incompétents. Alors, si vous en avez assez, il est temps de dire stop. Vous pouvez réduire vos impôts en donnant de l'élan à un projet qui vous parle, un projet qui vous informe, sans compromis. Soutenez TVL et déduisez les 2/3 de votre don de vos impôts. Dès maintenant, privez le pouvoir des moyens de nous nuire. Aidez TVL et informez-vous vraiment. Je compte sur vous. Alors, Jacques Cheminade, je ne suis pas peu fier de vous voir chez moi, me rendant une visite presque d'amis, car nous nous connaissons depuis très longtemps. On ne partage pas toute. Je vous trouve très optimiste, et ça me fait peur l'optimisme. Et en même temps, c'est très tentant. Vous m'avez toujours tenté, parce que je me souviens être allé vous voir dans un siège de votre parti, dans le Grand Nord parisien, 19e, 20e, je ne sais plus. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Je crois que c'était après votre première candidature à la présidentielle, vers 95-96. J'étais très intéressé et en même temps dubitatif sur vos propositions. Vous pointez, je crois, ce qui fait le cœur malheureux de ce monde, c'est-à-dire un système financier complètement déréglé. Ça m'avait beaucoup attiré vers vous. Et nous nous sommes revus très régulièrement, ne serait-ce qu'au Cercle et le Theria. Et voilà, 30 ans plus tard, je suis très heureux de vous retrouver chez moi. Merci beaucoup d'avoir accepté ces 2 conversations pour TV Liberté. Vous avez d'ailleurs un atout, à mes yeux, dès que j'ai entendu votre nom, je trouve votre nom très beau. Cheminade, c'est merveilleux. C'est le A du Sud devenu E en migrant vers le Nord. C'est Chaminade devenu Cheminade. Ah, c'est Chaminade. Oui. Devenu Cheminade. Mais le nom a un sens? Vous disiez longue marche? Non, c'est ça pour rire. Ah bon. Ça veut dire, oui, celui qui chemine, celui qui cherche sa voie, celui qui progresse aussi, s'il le peut. Ah oui, parce qu'en plus, vous croyez au progrès. Oui, je crois au progrès, oui. mais pas comme il croit d'habitude, pas linéaire. Bon, alors, nous avons du pain sur la planche, Jacques. J'espère bien. Beaucoup de choses à dire. Alors, il y a tellement de choses qu'on ferait mieux de commencer par le commencement. Le commencement, c'est votre nom d'abord, et qui a quelque chose, m'avez-vous dit, d'Auvergnat, l'est de l'Auvergne, vers Issoire. Issoire. Ça, c'est la source de votre famille, mais c'est pas là que vous êtes né. Non, je suis né en Amérique du Sud, à Buenos Buenos Aires. Aires. Je suis un Auvergnat de l'étranger. Auvergnat des 2 côtés, par votre père et votre mère? Par mon père et par ma mère, pas du même côté de l'Auvergne, mais oui, par mon père et par ma mère. C'est très vaste, l'Auvergne. L'autre côté, c'est vers l'ouest, alors? Non, là, c'était pas très loin. C'est la Haute-Loire d'un côté, qui est la montagne, enfin. C'est magnifique. Montagne, et de l'autre, Issoire, qui est la Limagne d'Issoire. Ça aussi, c'est très beau, c'est très beau. Bon. Et surtout la cathédrale d'Issoire qui est magnifique. C'est les paysages autour. La cathédrale, je ne m'en souviens pas, pour tout dire. Ah si, c'est une cathédrale romane, c'est une des plus belles. Ah bon? Mais il faut que c'est pas très loin de ma Elle a été Corrèze. peinturlurée à l'intérieur par Viollet-le-Duc, c'est assez curieux. Elle a un très beau chapiteau, mais peint, donc c'est drôle. On peignait les... Il y a Saint-Nectaire, qui est très belle, et il y a aussi Notre-Dame-du-Port, à Clermont-Ferrand. C'est les cathédrales romanes. Saint-Nectaire, c'est vraiment tout à fait dans la montagne, là, pour le coup. Oui. Tout à fait, oui. Bon, alors, tout ça, ce sont des souvenirs de famille, mais vous êtes né donc... J'ai passé mes 17 premières années en Amérique du Sud, mais... À Buenos Aires. Mais avec un partage entre l'Amérique du Sud et la France, puisque mes parents pensaient tout le temps revenir en France, puis repartaient, puis revenaient.
Donc 3 fois en 46-47, en 50, en 1950, puis en 1953, 46-47, vous étiez ils sont très partis, petit, revenus, hein, oui. partout revenus. Oui. Oh, l'histoire de mon père est extraordinaire. Il était venu faire la guerre en France en 39, et il avait été envoyé en 40, avant mai, pour acheter des chevaux en Argentine. Et il est revenu avec les chevaux ou pas? Non, c'était fini, c'était l'invasion. Eh oui. Donc il est revenu, on est resté en Argentine. Et mon oncle s'est engagé, lui. Mais c'est toute une histoire familiale. Bon. Ben, c'est important, les histoires familiales. Oui, enfin, Ou quand pas. on est né en Amérique du Sud, qu'on a pensé toute sa vie que la France était le pays des arts, des lettres, de la philosophie, de la réflexion, on est, disons, on a une identité qui est à la fois familiale, mais aussi, Idéal. je dirais, non, la grande famille de l'humanité, pour utiliser un terme un peu pompeux. Bon. Ah ben oui. Mais vous êtes aussi assez citoyen du monde, il faut dire. Hein, vous le dites. Patriote et citoyen du monde. C'est-à-dire, je pense que si on est vraiment patriote, comme l'était De Gaulle, on est aussi citoyen du monde, c'est-à-dire que on pense à une France qui doit donner l'exemple, qui doit tenir son rang, Qui se pense elle-même dans le monde. Quoi. et qui se pense elle-même dans le monde comme, disons, Ce qui a toujours été le cas. Hein. un vecteur, un élément essentiel de l'universel. Vous savez, le pacte 20 fois circulaire avec la liberté du monde. Entre la France et la liberté non, du le monde. monde. C'est Malraux, ça, non? C'est De Gaulle. C'est De Gaulle, je crois que c'était Malraux. C'est Malraux, le reprend tout le temps. Il bien existe sûr. un pacte plusieurs fois millénaire ou 2 fois millénaire. 20 fois séculaire. Plusieurs fois séculaire 20 entre fois. 20 fois séculaire. Bon, il existe un pacte 20 fois séculaire entre la France et la liberté du monde. Je redis cette phrase parce qu'elle est magnifique. Et la vraie liberté, pas ce qu'aujourd'hui on appelle liberté. J'objecte simplement quelque chose au mot citoyen. On peut appartenir au monde, on peut penser la France dans le monde par la France et la France dans le monde. Mais pourquoi citoyen? Parce que le citoyen, c'est quelqu'un qui citoyen. appartient politiquement. Citoyen, c'est essentiel aujourd'hui. Malheureusement, je vois en France beaucoup de sujets et très peu de citoyens. C'est-à-dire, le citoyen, c'est celui qui s'engage et qui prend un risque pour rendre son pays meilleur. Oui. Mais Et qui quel est prend ce risque. dans le cadre du citoyen du monde, quel est le cadre politique? Le monde n'est pas un cadre politique. Ah, le monde n'est pas un cadre politique, mais il est le cadre d'un avenir. Et si vous pensez en termes de futur, en effet, vous pensez que tout ce qui vous a fait quelqu'un, c'est-à-dire vos parents, la façon dont vous parlez, votre histoire, l'histoire de votre pays, Oui. tout cela forme quelque chose qui est un apport au monde et qui est susceptible de l'enrichir. Donc, en ce sens-là, votre citoyenneté, qui est celle de votre pays, vous êtes citoyen français, bien entendu, mais Oui, parce qu'il y a un cadre apporte les politique qui est la germes France. Oui. d'un futur où l'humanité trouvera, comme aujourd'hui d'ailleurs, les moyens de communiquer partout, d'être partout, de tout savoir, d'avoir cette présence de l'universel qui est très différente du monde où je suis né. Moi, je suis né en 1941, en Amérique du Sud. Commençons donc par l'Argentine, que vous avez bien connue dans les années 40 et 50. C'est le début du péronisme, au moins dans les années 50. C'est Perón complet. Perón tient ses promesses, Evita dignifique, on nous rabattait ça dans les oreilles tout le temps. Evita leur donne la dignité. Donc Perón arrive. Oui, c'était le populisme un peu caudilliste, un peu, disons, chrétien à sa manière, qui arrivait au pouvoir. Avec les militaires, bien sûr, un côté très militaire, et très, pour moi, déplaisant de ce côté-là. Oui. Mais à ce moment-là, vous en rendiez pas compte, vous avez une jeunesse assez heureuse. Vous parlez beaucoup de vos jeux. Alors je me guide, heureusement vient de paraître votre autobiographie il y a quelques mois, Répondre aux cris du peuple. Vraiment, c'est pas un livre de circonstances, parce que vous y mettez tellement de vous, de ce que vous pensez, parce qu'il y a deux hommes chez vous. Il y a d'abord le penseur, très influencé par un homme dont nous allons reparler, Lyndon LaRouche. Mais enfin, vous êtes d'abord un intellectuel, et puis vous êtes un homme politique, puisque vous êtes présenté à plusieurs élections, d'abord législatives, et puis présidentielles, c'est pas rien, à 3 reprises, n'est-ce pas? 95, 2012 et 2017.
C'est un peu comme ça que vous êtes connu, mais il faut lire ce livre, vraiment, parce que c'est pas un livre, bon, il n'est pas publié chez un grand éditeur, hélas, mais enfin, je pense qu'on peut se le procurer. Le grand éditeur n'en voulait pas, parce que quand on on amène va des idées à vos qui gênent, persécutions. la première chose, c'est le silence. Oui, je sais. Oui, il y a plus que ça, vous avez été persécuté, ça. Alors là, par le Conseil constitutionnel, on verra dans quelles circonstances, même par un méchant étudiant qui vous fiche un coup de poing et qui vous envoie à l'hôpital un jour où vous voulez faire une conférence, on apprend ça. À Grenoble. C'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas Lyon, c'est Grenoble. Et c'était des soi-disant antifascistes, tout à fait de l'extrême gauche, la JCR Red, qui était, je pense... Jeunesse communiste révolutionnaire, oui. Pénétrée par les réseaux de police, bien sûr. Toutes ces organisations extrêmes ont des réseaux de police qui plus ou moins les manipulent. Et c'est encore le cas aujourd'hui des prétendus antifas, mais ce n'est pas la police française qui manipule. Non, bien sûr, il y a différentes polices. C'est des polices supranationales qui les manipulent. Comme le canard enchaîné aussi, que les gens estiment, c'est un réseau de police et d'influence qui le pénètre. Il ne faut pas rêver. Oui. Non, il ne faut pas rêver. C'est ce que je vous dirai tout à l'heure. Il ne faut pas rêver. Mais enfin, le fait est, je suis content qu'on parle de ça, le phénomène d'intimidation, y compris par le biais de l'étudiant appartenant à une organisation prétendument antifa manipulée, nous connaissons ça d'ailleurs dans des proportions inquiétantes maintenant. Ça vous inquiète ? Moi, ce qui m'a choqué, c'est non seulement il m'a dit « Bonjour monsieur, vous êtes Jacques Cheminade ?» J'ai dit « Oui », je lui ai tendu la main, il m'a fait éclater le nez. Donc c'était pas du tout une bagarre. Hein. Ça c'était dans 95, je crois, ou un peu plus. Oui, c'était juste après la présidentielle de 95, c'était à Grenoble. Donc c'est pas d'aujourd'hui cette affaire, ce genre de choses, de comportement Et après, il a été condamné... Les antifas sont des fascistes en fait. Et surtout, il a été condamné à rien. Si quand même, à un certain nombre d'heures de travaux d'intérêt général. Qu'il n'a pas fait. Et je crois qu'à l'époque, c'était 5 000 francs, c'est encore des francs d'amende qu'il n'a jamais payé. Oui. Alors qu'en même temps, Philippe de Villiers, on lui avait jeté des œufs pourris, on l'avait raté, et il a été condamné, celui qui l'avait fait a été condamné à, je crois, plus d'1 an, je crois que c'est 12 mois de prison avec sursis. Ça dépend des juges, vous savez, n'y voyez pas autre chose que l'arbitraire des juges. Et là, à Grenoble, comme c'est une ville dite de gauche, à l'époque au moins, on avait de la tolérance vis-à-vis de là, parce que cette lâcheté qu'on trouve trop souvent, j'appelle ça le pétainisme en France, cette lâcheté française de penser en termes de ses préjugés et pas penser en termes de la vérité. Ou par soi-même, tout simplement. Ou par soi-même, bien sûr. Ce qui vous a tellement attiré chez Larouche, d'ailleurs. C'est un homme qui pensait par lui-même. C'est ce qui vous a séduit sur le moment où vous l'avez rencontré. Alors, restons un peu en Argentine, parce que ça importe. Et puis, ça a donné une couleur à votre vie. Vous y étiez heureux. On voit que vous dans cette autobiographie, donc, Répondre aux cris du peuple, vous racontez J'étais vos jeux. Malheureux, parce que au lycée français, je me sentais différent des autres. Différent parce que... Dites-nous pourquoi. Pour moi, le monde très tôt a été quelque chose qui bafouait la justice. J'ai été élevé par des prêtres irlandais qui étaient très sympathiques et qui posaient question. Mon père m'amenait au terrain de rugby pour voir le rugby. Moi, je n'aimais pas le rugby, hein, ça me paraissait violent, mais ça m'intéressait quand même. Donc on m'emmène. Et qu'est-ce que je vois? Le prêtre irlandais qui jouait dans une équipe, qui était, je crois, 3e ligne, et qui donnait un coup de poing à un autre. Alors je dis à mon père, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un prêtre? Voilà, un prêtre qui donne un coup de poing, qu'est-ce qui arrive? Et mon père m'a dit, tu n'as rien compris, ici c'est le rugby. Donc, voilà. Et là j'ai vu qu'il y avait des univers qui nécessairement n'étaient pas cohérents. Et que qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors je me posais toutes ces questions. J'avais un professeur de français qui s'appelait Metzger, qui avait fait un cours sur le rouge et le noir. C'était en première, je pense. Et monté sur la table, il parlait, excité. Mais vous devez tout comprendre. Julien Sorel, on fait carrière sous Napoléon dans l'armée. Là, l'armée, c'est fini. On est après 1815. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut avoir, il utilisait un mot très direct, et si on veut bien baiser et qu'on a des pouvoirs, il faut rentrer chez les curés. Ah, les curés. Voilà, le rouge et le noir. Alors, c'est pour moi assez choquant. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Où est le christianisme? Où est la foi? Où est la réalité? Où est la vérité?
Et je me sentais en recherche. Et je crois que cette recherche, une partie des choses qui vous y portent, et vous y portent davantage au cours d'une vie, c'est lorsque les arrières ont été détruits. Et d'abord, mes premiers arrières, la maison que nous occupions en Amérique du Sud a été rasée, elle n'existe plus, le quartier n'existe pratiquement plus. C'est un de ces quartiers avec les arbres qui se rejoignaient en dessous, les voitures à chevaux qui passaient, enfin une autre époque, un autre temps. Magnifique, et maintenant ce sont des Le monde immeubles. d'avant, comme disait Stéphane Zweig. Et Le monde d'avant. là, aussi le monde d'avant, parce que la maison de Soxilange que nous avions en Auvergne, près d'Issoire, Alors, Soxilange, je l'ai c'est la vendue maison là aussi. auvergnate. Tous mes arrières ne sont plus là. Et je suis dans un appartement actuellement à Paris, où je pensais passer 6 ou 7 ans, et me voilà presque en fin de vie dans cet appartement-là. Donc c'est drôle l'histoire, Ah, quelque vous part. n'auriez Ça a pas ce côté dû comique. vendre, Jacques, il fallait pas vendre Auxilange. Ah si, la Ça maison s'appelle- n'était pas belle. Bah, on la rénove, on la Non, retape. non, j'aurais... Ça fait partie du vocabulaire conservateur. Vous n'êtes pas conservateur. Un conservateur rénove, restaure, Pas celle-là, retape. non, c'était pas ma maison. Ah bon. Bah, C'était- celle de Buenos Aires, elle était irrécupérable, elle était rasée. Elle n'était pas non plus ma maison. C'est-à-dire, ma maison n'était quelque part nulle part. Et partout, c'est ça, citoyen du Ça, monde. c'est pas. Où on c'est- se sent, Voilà. en même temps que quelque chose, son identité, et c'est terrible à dire peut-être parce que ça paraît prétentieux, mais l'identité c'était dans les idées. Eh oui. Et Et ça va pas. La lecture de Platon très jeune. Et ça m'avait va beaucoup pas, inspiré. ça va pas. Ne mettez pas sur le dos de Platon. Cette souffrance consistant à n'être nulle part ailleurs que dans les Et je me idées. sentais socratique dès le départ. Ça, Socrate, c'était Là, nous le retrouvons. un Socrate chrétien, comme toujours. dirait un pape. Socrate est un pré-chrétien. Vous savez, l'idée sublime du bien, du beau et du bon, quand elle est unifiée, ça, c'est presque... c'est ce que les chrétiens appelleront Dieu. ça. Et l'allégorie de la caverne. Et la caverne est aussi l'opposition de la réalité. Et de la vérité, ça aussi, je communie là-dedans. Mais il faut des racines, mon cher Jacques. Alors, les racines, en Auvergne, oui, bien sûr. La petite église de Maillat, pour moi, ça a été un drame. Elle était très jolie. Elle est à 6 ou 7 kilomètres de Soxilange. C'est aussi les champs de Narcisses, à l'époque où ils fleurissent. Il y en avait partout. Tout ça forme un paysage. Oui. Et ce paysage, pour moi, c'était quelque chose de très touchant, qui appartenait à mon identité. Telle que je me la construisais, parce qu'elle n'était pas donnée au départ. C'est ça, vous l'avez dans reconstruit. mon cas. Donc, j'ai eu un bouleversement lorsque la Vierge de Maillat, qui était une très jolie vierge, dans les années 60, je ne me rappelle plus à quel moment exactement, elle était volée. Et on ne l'a jamais retrouvée. Ça vous a bouleversé. Oui. Ah, Elle était très belle, c'était une donc- vierge auvergnate très belle, celle qui ne sort étiez pas l'enfant Jésus contre identifié, elle, là. mais qui la pousse dans le monde pour qu'il découvre le monde. Car vous vous êtes ruiné au fur et à mesure de Ça, c'est parfaitement exact. vos aventures politiques. Ruiné. Vous vous êtes ruiné. Vous n'avez pas pu racheter. Non, bien sûr. Je me suis ruiné, mais sans tristesse, quelque part. Parce que Oui, c'est ce qu'on voit dans votre biographie. là. On voit ça dans le C'est- Cri du peuple. C'est votre vie, c'est votre destin. c'est mon que vous- choix. que vous avez assumé très tôt. Oui. Oui, bien sûr, il faut assumer ses choix. Sans ça, Ça, vous on est- l'avez fait, on est ça, rien. c'est magnifique, c'est magnifique. Mais vous voyez, construire son identité dans les idées, c'est assez dangereux, parce que rien ne les arrête, Si. et on peut aller très loin. On Il va faut aller les revenir. éprouver constamment. Oui, oui. Et Oui, si on oui, les enfin, éprouve, et honnêtement, ça porte aux échafaudages idéologiques, mon cher. non, ça porte à ce que les gens croient, généralement, et qui a perverti le XXe siècle, qui ne pervertit plus ce siècle aujourd'hui qui est perverti par autre chose. Oui. Ce siècle de, je dirais, de non-croyants dans lequel nous sommes rentrés. Avant, par ceux qui pensaient à l'homme nouveau, à l'homme parfait, et tout ça, devenait nécessairement totalitaire. Schiller, le grand poète allemand Friedrich Schiller, dont on oublie qu'il a été fait citoyen français aussi. Ah bon? Oui. Par le conventionnel Ruhl, qui s'est trompé sur son nom, il l'appelle Monsieur Schiller. Mais il a été fait français parce qu'il était considéré que par la Révolution, il était pour la Révolution française. Quand je vous ai demandé d'apporter des objets qui parlent de vous, ou qui vous parlent, et réciproquement, par exemple un livre, et puis d'autres objets, on va y venir tout de suite d'ailleurs. Vous avez apporté ce livre dont on voit bien qu'il a été très utilisé, vous ne l'avez pas acheté il y a 3 jours, Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Ça, c'est un livre de chevet, j'ai l'impression. Oui, parce qu'il dit une chose fondamentale. Enfin, il en dit là une autre encore plus fondamentale dans un autre écrit qui s'appelle Du Sublime.
Ce que dit Schiller, c'est la Révolution française, qu'est-ce qu'il a dévoyé? Il dit, c'est parce que certains qui n'avaient pas reçu l'éducation, qui n'avaient été pas formés, sont comportés comme des sauvages et ont cédé à la brutalité de leur instinct. Mais il y a pire. D'autres ont pensé, et là je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on peut avoir un régime idéal et que tous ceux qui ne correspondent pas à ce régime idéal, on leur coupe la tête, on les élimine. Ça, il l'appelle les barbares. C'est le grand problème du XXe siècle. Oui, bien sûr. Comment sortir du barbare et du sauvage et pas l'être? Et lui dit, c'est l'éducation esthétique de l'homme. C'est le sens du beau. Esthétique. Esthétique, c'est le sens du beau qui forme le caractère. Et un caractère attaché à la beauté, disons pas toujours, mais sera, s'il est conforme à ce qu'il a guidé, pensera que le bon, le juste et le vrai viennent avec le beau. Voilà, et il ne se mettra pas à détruire ses semblables. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Toujours Platon. La présidente actuelle de l'Institut Schiller, qui s'appelle Madame Elgazep-Larouche, qui est la veuve de Lyndon Larouche, dont nous parlerons tout à l'heure, a dit parmi les principes fondamentaux, c'est de croire que l'homme est disposé au bien et qu'il est en accord, en résonance avec la façon dont le monde se développe. Le monde, il crée à l'image d'un monde créé. Et c'est pour ça qu'il découvre des choses, qu'il découvre des principes scientifiques. Et toute religion a en germe ses capacités, mais elle est une religion qui est juste, qui est une religion qui ne sort pas de ses gonds et qui ne cherche pas à imposer quelque chose, doit être conforme à la science, à un principe de science, qui constamment vérifie la base de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait et de sa foi. Donc c'est le lien entre les deux choses. Et je pense que de ce point de vue-là... Le lien entre la bonté des hommes et la science. Oui. Et c'est ça qui dit Schiller, qui tend votre idéalisme. Et dit parfois même, il faut aller plus loin que le beau. C'est lorsqu'il y a une menace terrible pour l'humanité. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. On est menacé par une guerre mondiale. Et puis, un effondrement du système financier et un monde où on ne fait plus d'enfants. On en fait encore en Afrique, mais de moins en moins. Donc le monde ne fait plus d'enfants. Et dans ce monde-là, il est nécessaire de retrouver ce qui fait un être humain, c'est-à-dire d'entreprendre, et sans attendre d'espérer pour entreprendre. Pour moi, c'est très important. Bien, vous voyez, c'est ça les idées, vous êtes tout de suite dessus, mais... Ah, mais il faut chercher leurs preuves dans la réalité. Il ne faut pas le planer dans l'azur comme un sphinx incompris. C'est très dangereux, parce qu'on devient méchant si on plane dans l'azur. Les éléments de votre... ce que je crois être un profond... On devient méchant ou abscon. Vous m'avez apporté autre chose, c'est peut-être le moment d'en parler tout de suite, Jacques, parce que ça situe bien votre personnalité qui voit très loin, parce qu'elle voit de loin. Vous m'avez apporté des bifaces, c'est-à-dire des pierres. C'est celui-là, on peut les montrer. Alors, il y en a un qui vous plaît beaucoup, qui est magnifique, qui est d'une parfaite harmonie. Alors, ce n'est pas un objet pour être utilisé. C'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge un chef-d'œuvre. Mais déjà, dès l'origine de l'humanité, on a fait des objets pour leur beauté, et pas seulement pour leur utilité. Il a une utilité. Hein. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme, là, invente quelque chose où il y a une double symétrie. Et cette double symétrie n'existe pas à l'état naturel. À l'état naturel. Et c'est l'homme qui a quelque chose... Qui l'a créé de proprement humain. Et quelque chose qui est en même temps un instrument, parce qu'on appelle ça le couteau suisse de la préhistoire. Ça perce, ça découpe, ça fait tout. On le date, ce biface-là? Celui-là, je pense qu'il vient d'une carrière de... On ne supposait pas les prendre, mais là, la carrière étant... on voit toutes les pierres accumulées, personne ne va les chercher. J'ai écrit à la préfecture, là, personne ne vous répond, donc j'ai pris. Hein. Ah bon? Oui, vous l'avez quand même déclaré à la préfecture. Oui, parce que là, il y a un site. Alors, c'est pas le site, hein. Oui. C'est l'eau de la rivière qui a amené les choses, en l'espèce l'Aisne, qui a amené les choses. Ah, et là, c'est un dépôt, puis les gens ont pris, ce qu'ils n'ont plus le droit de faire aujourd'hui pour des critères écologiques. Ils ont pris le sable et le gravier, puis il y avait les pierres, et il y a les pyramides de pierres parmi lesquelles il y avait ça. Et ça, c'est un biface. La date, grosso modo, vous l'avez C'était impossible. Ça fait 30 ou 40 ans. Non, mais vous l'avez trouvé il y a 30 ou 40 ans. Alors ça, elle a été créée, forgée, comment dit-on celle-là, je pense, ça doit être 50 à 60 000 ans.
50 à 60 000 ans. Mais il y a encore mieux. Alors encore plus ancien, vous nous apportez une autre. C'est probablement encore le moment où Néandertal et Cro-Magnon s'interpénètrent. Et ça, c'est le tout début de l'apparition de Cro-Magnon, peut-être la fin de Néandertal. Il y a une interpénétration, les deux ont coexisté. Nous avons encore en Europe quelques gènes de Néandertal, donc il y a eu coexistence. Vous savez, quand on fait de la politique, on doit commencer par cela. C'est-à-dire ne pas croire que ce qui est arrivé il y a 3 siècles, c'était lointain. En réalité, c'est très proche. Et que l'immensité du temps doit replacer l'action politique dans sa... Pour moi, l'action politique, et l'être humain en général, faiblesse, à mon avis, c'est explorer l'inconnu. Oui. Le déjà connu, c'est une logique. C'est pas humain. L'intelligence artificielle le fait très bien. Tous les objets robotiques le feront très bien. Mais là où l'être humain fait une chose que jamais un instrument qu'il a créé peut faire, il explore l'inconnu par une volonté de connaître, de comprendre l'univers pour le meilleur de cet univers. Et c'est en lui. Et de ce point de vue-là, dans la préhistoire, ils vont au fond des cavernes, c'est très risqué. Oui, si vous descendez avec une petite lampe à huile, avec une torche qui s'éteint très vite au fond d'une caverne, parfois c'est des kilomètres. La grotte du Mammouth, par exemple, c'est des kilomètres. Oui. Donc, et vous peignez des choses à l'intérieur de ces cavernes pour affirmer qu'il y a un sens par rapport à l'animal du beau. Alors on peut dire c'est le regard furtif des hommes de la préhistoire, on appelle le regard phys de l'animal en mouvement, c'est vrai. Mais c'est le début. Et c'est là que se noue, disons, la première représentation de l'art pariétal. Là, on vient de retrouver un mammouth en Allemagne, je crois. En stylisant, un mammouth où il y a ces marques, et il date d'une petite sculpture en pierre, je crois, qui date de 50 000 ans. Donc apparaît une forme d'expression de l'humain qui est liée à cette exploration d'un inconnu qui est au fond des grottes. Et en même temps, on regarde le ciel et on regarde au fond des grottes. Et puis après, aujourd'hui, cet inconnu, c'est dans l'espace. C'est ce que certains appellent l'impératif extraterrestre, d'aller y voir. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être vu comme dans un domaine de l'idéal ou de l'appropriation. On va planter un drapeau là-haut comme Elon Musk ou les autres. C'est une aventure commune de l'humanité et qui ne pourra avoir lieu que si l'humanité parvient à se développer à ce qui la rend capable de le faire. Et c'est là l'accord, évidemment, de l'être humain avec la cohérence et la façon dont l'univers se développe, qui est la science. Oui, alors c'est là, vous arrivez tout de suite à un point j'ose pas dire de divergence, mais que je n'admets pas facilement. Vous donnez l'impression que l'inconnaissable sera un jour connu. C'est-à-dire qu'un jour, tout sera connu. Non, tout non. Parce que vous êtes chrétien. Alors je le suis comme Nicolas de Cuse. C'est-à-dire, je pense que Dieu, c'est le posse ipsum, c'est-à-dire le principe de création où c'est tous les possibles. On ne les connaîtra jamais tous, on est des êtres humains. Donc il y a un principe créateur qu'on peut voir, on peut en voir certains éléments qu'à un certain moment on arrive à maîtriser, et on a une loi de l'univers qu'on maîtrise et qui améliore notre destin. Mais ça ne peut pas être permanent. Ça peut être qu'une fois, à un moment de fulgurance et de connaissance, qui n'est pas logique. Ou de révélation. Mais c'est toute la logique qui vient à bout, c'est l'exhaustion, la fin de la logique, et vous devez inventer quelque chose sur là. Vous l'inventez. À ce moment-là, vous avez un moment de bonheur, parce que vous êtes en accord avec les principes et les lois de l'univers. Mais ça ne peut pas durer. Et Schiller a quelque chose d'extraordinaire. Il dit ça ne peut pas durer quand on ne l'a plus. On revient à sa destinée habituelle. Mais à ce moment-là, on éprouve un sentiment de dignité. Dignité qui est liée à la tristesse de ne pas pouvoir créer tout le temps, à l'image du Créateur, mais dignité qui c'est qu'à un certain moment, on a été capable. D'y être parvenu. On y est parvenu. Donc, on ne peut pas... Ce qui nous sépare, c'est que vous... Et là, on n'impose pas ça à tout le monde. On n'enregimente pas. Et ce 21e siècle a un côté positif. Les gens refusent d'être enregimentés par un corpus, une forme d'idée, un code, un catéchisme. Ce qu'ils cherchent, c'est le principe d'où partent ces idées. Et on ne leur donne pas ces repères. Et ces repères sont des repères, en ce qui concerne la France, bien sûr, et en ce qui concerne la véritable Europe, pas l'Union européenne, et en ce qui concerne le monde. Et là, vous avez une mission et un sens de mission. Et ce sens de mission,
Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas vraiment humain. Vous êtes quelque chose qui vit... vous savez, Léonard de Vinci... Ça arrive beaucoup. Très Très dur sur ça. Il disait le mieux que vous pouvez faire, contemporains. c'est mourir et devenir un engrais pour les générations futures dans la Terre. Donc, vous êtes un Mais estomac. vous n'êtes pas à l'aise avec l'inconnaissable. Moi, Ah si. Ah bon? Si, je pense que... Je trouve que l'inconnaissable est un bonheur et qu'il ne faut surtout pas connaître ce qui est Non, inconnaissable. Je vais vous dire, c'est l'incommensurable qui m'intéresse. Alors l'incommensurable, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est le ménon de Platon. Vous prenez un carré et vous devez faire un autre carré de surface double. Vous ne pouvez pas le faire comme ça. Vous faites le double des côtés et vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a quelque chose dans la surface qui n'est pas de même ordre que les côtés. Donc, vous pouvez le faire, et c'est la solution, qu'à partir de la diagonale du premier carré, et vous faites un carré à partir de cette diagonale, et vous avez un carré de surface double. C'est la racine carrée, mais ce n'est pas la racine carrée qu'on vous bassine à l'école par un développement ou une représentation logique. C'est quelque chose que vous découvrez par une action dans l'univers. C'est très différent. Et si vous prenez toutes les intersections des diagonales, des carrés qui doublent, et vous faites le rapport, là vous avez une spirale logarithmique qui est le signe même de la croissance, c'est là de racine de 2, c'est pas le chiffre d'or, qui est une autre spirale logarithmique, qui est celle de la vie humaine. Alors pourquoi ça s'arrête à un moment donné? Chez Platon, c'est la même chose que l'histoire de Dieu. Pourquoi ça s'arrête, cette spirale? On pourrait continuer l'univers entier. Celle de la spirale logarithmique du nombre d'or fait le nautile. Par exemple, vous avez le nautile, un très beau nautile. Bon, pourquoi ça s'arrête? Parce qu'il y a un lien entre la substance, l'être du nautile, et la façon dont il est constitué, et le principe de développement. Et à un moment donné, l'être du nautile ne peut plus tenir ce principe de développement, ça s'arrête. Donc, ce qui est très intéressant dans ça, c'est que dans quelque chose qui est de l'ordre de l'objet, qui est le nautile, ou qui est d'autres éléments, il y a des escargots, etc., qui sont là, peuvent avoir une représentation de quelque chose dans le développement de l'univers qui est par-delà de son être même, mais pas constamment, jusqu'à un certain point. Et ce point, il faut l'atteindre. C'est ça Et ça suppose que toute connaissance, sujet, alors on revient à ce que vous dites sur les idées, exige l'humilité. Si vous n'avez pas cette humilité devant la connaissance, vous commencez à devenir quelqu'un qui utilisera cette connaissance comme pouvoir. Et c'est le nouveau fascisme qui est en train d'apparaître aux États-Unis, qui est une sorte d'embryon ou de développement de la façon de penser de l'Empire anglais. Oui. Ben ça, le fascisme de l'Empire anglais, versé, à mon avis, vous venez de le dire d'ailleurs, dans sa créature, les États-Unis d'Amérique, nous allons en parler, parce que là, sur ce point, nous nous rejoignons beaucoup. Mais je reste un peu sur la question métaphysique, puisque vous l'avez abordée. Je vous trouve un peu trop curieux pour être vraiment chrétien. Ah non, le chrétien doit être très curieux. Parce que Dieu a créé, et tout ce qu'il a créé pour un chrétien, tout ce qu'il a créé, il doit le connaître. Donc, ne mange pas tous les une fois fruits de qu'il la aura connu, il saura qu'il y en a connaissance. beaucoup plus, et encore beaucoup plus. Donc, c'est ça qui est la joie de la vie. C'est pas une réponse des chrétiens, ça, mon cher. L'arbre de la connaissance, ne mange pas tous les fruits. C'est très intéressant, pour revenir à cela, ce qu'a dit le pape. L'actuel. L'actuel, Léon XIV. Léon XIV. Et il l'a dit au jubilé. C'est lui qui les a désignés. Un récent jubilé, c'est extraordinaire ce qu'il a dit. Il a dit justement, Augustin nous dit qu'il y a une forme logique de connaître, mais on connaît par cette logique, on déduit, on induit, et on connaît, mais on ne va jamais à une forme de véritable connaissance de ce qui n'est pas encore connu. C'est-à-dire qu'on pense comme l'intelligence artificielle. La logique à l'intelligence artificielle, elle est parfaite. Pour ce qui est déjà connu, moi je la consulte, elle m'amène des choses extraordinaires. Mais elle est absolument incapable, parce qu'elle est sur les données existantes, comme toute logique, elle est absolument incapable de créer quoi que ce soit. Elle vous reproduit de façon très utile ce qui a été déjà créé. Augustin dit cela. Et aller au-delà de cela, c'est véritablement être à l'image du Créateur, parce qu'on crée, on est capax Dei, et pas seulement imago viva Dei. C'est une impiété. Non. C'est une connaissance de l'univers créé qui va au-delà de la logique existante. Ça va au-delà, et le pape le dit, ça va au-delà d'Aristote. Pour Aristote, s'il y a des contraires, ça se bat,
Et nécessairement, on va vers une guerre. Il faut que l'un anéantisse l'autre ou l'emporte sur l'autre. Il dit, au-delà, il y a Nicolas de Cuse. C'est Nicolas de Cuse, qui a la développé coïncidence des contraires. l'idée de la coïncidence des opposés. Et il dit, c'est pas des contraires, c'est des opposés. Donc c'est opposé à un certain niveau, mais on peut à un niveau supérieur, si on travaille ensemble, si on fait un système ensemble. Ce que je pense est la tendance, il ne faut pas être idéaliste non plus, mais la tendance des BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai et des autres, qui, sans uniformisation, dans un certain désordre, veulent cet accord qui permet à chacun de se développer. Bon. Je dois dire, sur Jacques, cela... Ne dites pas tout de suite, s'il vous plaît. Sur cela, il y a un homme qui en a parlé. Il a dit, il ne faudra pas seulement une société unipolaire, pas seulement multipolaire, mais polyphonique, au sens de la musique. Et là, il est tout à fait d'accord avec la pensée de Cuse. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Cet homme qui a dit ça, c'est Vladimir Poutine. Donc, je regrette, les gens n'aimeront peut-être pas ça, que le boucher du Kremlin dise une chose comme ça. Ça interroge. Donc, c'est très intéressant de s'interroger. Alors, Jacques... Et pas d'avoir d'idées reçues. Je déteste les idées reçues. Ne dites pas tout de suite, s'il vous plaît. Vous avez apporté, d'ailleurs, d'autres... Restons un peu sur la pierre, pour commencer. Vous nous avez apporté 2 autres pierres. Ah, il y a celui-là. C'est le plus ancien encore, non? Ça, c'est le clactonien, c'est 400 000 ans. C'est 400 000 ans. 420 000, 415, 420. C'est sur la plage d'Olt. Alors ça montre quand on se promène avec un regard qui a un regard de curiosité sur une plage, tout à coup on peut tomber sur ça. Alors il y avait un site au large d'Olt, je pense que c'est la mer qui a amené la pierre, il y avait un site important de cette époque, et ça c'est Néandertal. Hein. Et ça se prend comme ça, hein, ici on voit toutes les marques, on gratte avec ça, on peut... Mais c'est pas un biface, il n'y a pas une double symétrie. On peut râper des carottes presque avec ça. C'est un objet utile à manier, donc c'est pas encore l'invention proprement humaine qui est celle du biface. Ça, c'est une correction ou une appropriation de quelque chose de la nature, utilisée avec des gestes humains. Mais le biface, c'est le moment où apparaît vraiment la conception d'un objet qui ne peut pas exister dans la nature. Oui. Alors d'ailleurs, je répète, quand on fait de la politique, on devrait toujours avoir en tête l'immensité du temps. C'est une unité qu'il faut avoir. Mais, alors, et le fait qu'on sait, depuis Max Planck et Einstein, que l'espace-temps n'est pas absolu, qu'il est relatif. Bon, alors attendez, pas tout à la fois. Autre chose encore. Ça, c'est un gros sujet. Mais, vous êtes assez jus de crâne, il faut dire. Il y a une troisième jus de crâne. Mais il faut exciter les gens. Si les gens ne sont pas excités, on a l'espèce de... Attention, parce que comme disait quelquefois ils tournent le bouton, vous savez, ils sont pas excités. Gonflés. Si, les gens aiment ça. Ils aiment découvrir. Ils aiment les mathématiques. Vous ne découvrez jamais rien par les mathématiques. Rien. C'est une logique. Vous devez aller au-delà dans l'univers physique et dans l'idée qui est son idée qu'il a constituée, qu'il a engendrée. Ça, ce que dit le grand, alors encore une citation, mais qu'elle était très chère à Lyndon LaRouche, de Riemann. Il dit, il y a un certain moment où les mathématiques ne peuvent plus comprendre, ne peuvent plus répondre aux questions qu'on se pose, et là apparaît les lois de la physique à découvrir. Vous avez apporté une autre pierre qui est très grosse. Celle-là, oui. Celle-là est très curieuse, elle ne devrait pas exister. C'est une pierre... Vous l'avez datée aussi, à peu près? Celle-là, elle est difficile à dater. Oui, c'est difficile. Je pense qu'elle est quand même... elle n'est pas néolithique, elle est paléolithique. Elle est d'avant, disons, avant 12-15 000. Oui, enfin, et là, tout à coup, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est pas naturel, on voit bien les traces de travail humain. Un œil ici, là, à la pointe, et ici. Et on voit un œil, et une sorte d'œil, on voit qu'il s'est fait comme un œil. Hein. Oui, c'est un animal. La caméra, et ça, c'est l'accident. L'accident, c'est quelque chose qui ne doit pas être. Qui en fait un animal, une oie, un canard ou oui, il y a un œil, il y a un bec. Hein. Voilà. Bon. Ces gens de la préhistoire, alors c'est très intéressant, parce que les gens de la préhistoire, avant le néolithique, jouaient. Ils jouaient avec les formes, ils jouaient avec les choses. Ils étaient beaucoup plus joueurs quand il est arrivé cette société du néolithique qui était agricole, plus ordonnée, dont le comble a été les tablettes cunéiformes de Babylone. C'était ordonné, c'était la propriété, les limites, tout ça. Là, il y avait une sorte de jeu avec les choses, avec les objets, qui était dans cette société de chasseurs-cueilleurs, avec un extrême danger en même temps. Mais une sorte de jeu, et qui est le jeu même, la dynamique qui peigne. Quand ils peignent sur les
parois des grottes, il joue avec la grotte, il y a une sorte de connivence entre la grotte et celui qui peint dessus, qui fait ses images dessus. Et il y a ce jeu. Et après, au néolithique, ce jeu tend à disparaître, il reste, mais il tend à disparaître. Et il y a dans l'humanité ces moments de la forme et des moments où on va au-delà de la forme. Il y a même chez des êtres humains qui sont les mêmes deux choses en même temps. Et il y a cette société à laquelle on arrive à certains moments, où il y a des moments décisifs, et je pense que nous sommes dans un de ces moments décisifs, où si on suit la logique existante, c'est inéluctable. Oui. Guerre mondiale, La catastrophe est inéluctable. effondrement. Si on ne crée pas un paradigme autre que Et il faut un paradigme. Alors l'être humain l'a toujours trouvé, donc je suis optimiste de ce point de vue-là. Et il ne faut pas attendre d'espérer pour Comme disait un de mes entreprendre. amis, l'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre. C'est Non. qu'il est arrivé quelque chose de neuf. Il est arrivé quelque chose de neuf, et c'est pas venu. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions. C'est pas venu au-delà de la planète, ou je sais pas quoi. Et il y a quelque chose d'essentiel. Pourquoi les dinosaures n'ont pas survécu lorsqu'il y a eu probablement cet immense astéroïde qui a frappé la Terre et qui a changé les conditions climatiques? Et pourquoi les mammifères, eux, ont survécu, qui étaient plus petits et moins adaptés en principe? C'est parce que par unité de surface de l'animal, il y avait plus de transformation de l'énergie dans le petit mammifère que dans l'énorme dinosaure. Et c'est ce petit qui a progressé et qui est devenu plus grand. Pourquoi? Parce qu'il avait cette capacité de transformation en lui de l'énergie en vie. Et je pense que c'est très important à comprendre aujourd'hui, vis-à-vis de tous ces écologistes qui proclament que l'homme peut détruire la planète, qui peut être très dangereux parce qu'il exprime trop d'énergie et tout ça. Ça, c'est, disons, penser en termes d'une forme logique qui est juste si les formes de production, les manières de produire des ressources étaient les mêmes. Mais l'être humain arrive à produire des ressources qui vont au-delà de la panoplie précédente. Alors, et ça, c'est ce qu'il définit. Et ça ira jusque dans l'espace. Hein. Non, pas un jour. L'espace aussi. Et ça ira jusqu'à pas la folie qui est en Amazonie, où on fait des terres pour faire du bétail, et on ne pense pas au rapport entre production, forêt et nécessité de cette forêt à maintenir comme biotope. On ne pense pas aux conséquences. Oui. Et pour moi, la véritable écologie, c'est celui qui pense aux conséquences de ses actes, à très long terme. Et n'abolit pas la création du même coup, au contraire. Lui donne, disons, l'humilité de ses conséquences. Alors, Jacques, revenons en Argentine, parce que je voudrais que vous dérouliez le cours de votre vie, tout en extrapolant volontiers, on le voit. L'Argentine cesse à un moment ou à un autre parce que vous voulez faire des études en France. Oui. Et vous prenez les choses au sérieux parce que vous commencez par une grande école de commerce. Oui, je pense que je ne connais pas assez le latin pour faire l'école normale supérieure. Ce qui était votre première attirance. Ce qui aurait été mon admiration. J'ai un ami, un très bon ami, qui a fait l'école normale supérieure, lui qui a réussi d'ailleurs, alors qu'on prédisait ni moi ni lui, nous réussissions en France, vous venez d'Argentine, c'est pas sérieux. Ça vous irait bien, normal sup, hein? Oui et non. Regrettez? Oui et non, parce que quand je l'ai connu, aïe aïe aïe, ça correspondait pas à l'idée que je m'en faisais. Voir tous ces gens autour de Lacan et d'Althusser dans ces salles mêlées, c'était très drôle. C'était stérile. Très intéressant, mais totalement stérile. C'était des figuiers stériles. Des figuiers qui ne produisent rien. C'est ça. Sauf des branches mortes. Ils ne réfléchissent pas pendant ce temps. Mais HEC, c'est quand même très loin. Vous avez fait HEC, non? Oui. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs exceptionnels. À HEC? Deux. Moguet s'appelait l'un, qui est assez connu. Vous dites à HEC, là? Non, en préparation. Ah, en préparation à HEC. En préparation. Que vous préparez à Paris? Oui. Moguet voulait me faire normal supérieur. Mais moi, vous voyez, c'est l'humilité. Je disais non, je ne pourrais pas y arriver. J'y serais arrivé, je pense. Mais bon. Et HEC, on disait, il faudra au moins 2 ans. Lorsque le proviseur du lycée Carnot m'a d'abord rencontré, vous avez de très bonnes notes, ça vient d'Amérique du Sud, ça ne vaut rien, on ne vous prend pas. Donc je suis allé à Ginette, à Sainte-Geneviève, où le père préfet, qui était allé avec ma mère, a chassé ma mère, et eu un entretien avec moi. En tête à tête? En tête à tête. Alors c'était très drôle, parce que il me dit d'abord, pourquoi vous faites HEC? Alors j'ai dit, parce que voilà, c'est une bonne école, mais c'est pas faire un commerce. Ah bon? Il dit, bien.
Et qu'est-ce que vous voulez venir ici pour préparer votre concours? Vous avez de très bonnes notes d'Amérique du Sud, ça semble très intéressant. Qu'est-ce qui vous gênerait? Alors, je dis, moi, aller à la messe tous les matins, c'est pas mon histoire, je suis pas de répétitif. On a bien compris. Pour vous, vous n'irez pas. Vous irez seulement selon votre sentiment et votre... Alors, j'ai dit, oui, là, ça me va très bien. Puis il me dit, il faut se lever à 6 h du matin. Moi, je me lève pas d'habitude à 6 h du matin. Il dit, oui, vous gérerez votre propre vie ici. Alors, j'étais stupéfait. Puis, il me dit, mais vous serez en chambre collective, mais pour vous, on a parlé ensemble pendant 2 heures, vous réussirez tellement bien, vous aurez bientôt une chambre individuelle, vous pourrez travailler tranquillement. Pour pouvoir lire la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais quelque part à la fois gêné et effrayé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Puis il me dit, puis il y a une école qui vous conviendrait beaucoup mieux, ça s'appelle, après HEC, vous le ferez, l'École nationale d'administration. Nous suivons les éléments qui sont passés par Sainte-Geneviève, et en particulier les négociations avec la Tunisie, c'était l'époque. Et ça nous intéresse, vous serez impliqué dans ces choses-là, vous êtes fait pour ces choses-là. Et vous serez notre correspondant. Bon, j'étais effrayé, je suis parti. Hein. Allons vite, vous avez fait HEC, et vous éprouvez quand même, c'est bien ce que la prédiction de Sainte-Geneviève... grande sympathie, évidemment. De Ginette, vous faites grande quand même sympathie pour le marxisme, bien sûr. Ah, encore marxisme, les idées, oui. C'est une découverte, oui. Mais les idées représentées. J'étais un peu éloigné de la bouche du métro, mais j'étais à Charonne lorsqu'il y a eu ce massacre 62. Par la police. Enfin, un massacre où il y a eu 12 morts, mais quand même 12 morts, étouffés, entre du métro. Donc, oui, parce que le métro était fermé et tout le monde s'est engouffré. Et j'ai vu, le 17 octobre 1961, dans les grands boulevards, ce qui a été fait aux manifestants algériens, qui n'étaient pas armés. Donc, c'est toute l'histoire de Papon qu'après j'ai connue auprès de Marie-Madeleine Frère, mais c'est une autre histoire. Donc, est-ce que vous trouvez normal que des étrangers manifestent en faveur d'un pays qui tire sur ses ressortissants? Non, c'était la répression. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Français, c'est l'Algérie française encore. Vous êtes bien l'Algérie française là, pour le coup. Bon, enfin, passons. Non, c'est drôle. Non, Jacques, moi j'étais ni pour l'Algérie musulmane, ni pour l'Algérie française, parce que je pensais, comme De Gaulle l'a pensé très tôt, que ça ne pouvait pas être compatible avec ce qu'était la France, et que les gens exigeaient d'avoir leur propre indépendance, l'autodétermination, comme il disait. Mais... De Gaulle était monarchiste, il était donc contre la colonisation. J'étais pour une Algérie algérienne. Bon. Alors, Jacques, parlons de choses un peu concrètes la France. Et de vous. Vous éprouvez quand même le besoin de préparer l'ENA, malgré tout, après HEC. Alors, je suis un peu poussé, j'ai HEC, je vais faire du commerce, J'ai eu la chance de rentrer au bout d'un an à HEC, donc j'ai pas eu à... Et la préparation, je gardais un très bon souvenir. D'HEC, je garde pas un mauvais souvenir, parce que il y avait encore des idées à HEC. C'était déjà à Jouy-en-Josas? Non, c'était à Place Malesherbes. Ah oui, c'était pas à Jouy-en-Josas. Oui, d'accord. C'était encore le dernier de Place Malesherbes. Bon, donc l'ENA, et là vous dites quelque chose de très amusant, parce que j'ai éprouvé la même chose. Vous êtes complètement décontenancé à l'ENA, très déçu là pour le coup, pas par HEC peut-être, mais par l'ENA, que vous regardez de très très loin. Vous dites que vous mesurez l'américanisation, pour utiliser ce terme, la yankisation des esprits à l'ENA. Alors, dans les années 60. Alors, à cette époque-là, à l'intérieur de l'ENA... C'est ce que vous écrivez. Non, c'était pas à cette époque-là. À cette époque-là, je voyais plutôt leur conformisme. Et le conformisme vis-à-vis de ce qu'on appelait à l'époque, en le caricaturant bien sûr, d'un sain conformisme de gauche, c'est-à-dire un opportunisme effarant, où on était à la fois contre le système, mais on s'y intégrait. Donc ça, c'est insupportable pour moi. Je disais à l'époque, quand je suis là, à l'ENA, je suis un moi mécanique. J'essaye de bien sortir, parce qu'il faut être honnête, ce que je voulais à l'époque, c'est avoir un poste où je pourrais réfléchir, un poste où je pourrais traiter d'idées, être bien installé, et tout ça. Être professeur, vous avez dû faire normal. Et là, j'ai découvert aussi un autre aspect de la France. J'étais en stage avec un préfet fort sympathique, d'ailleurs, à Draguignan. Donc ce préfet avait fait, je le savais, un éloge dithyrambique de moi. Il a dit, c'est le meilleur stagiaire que j'ai jamais eu. Je vais voir, je reçois ma note de stage, parce qu'on avait obtenu que les notes soient affichées, une des pires. Alors je vais voir le directeur des stages, je dis, moi, je sais ça et ça. Il dit, mais vous avez tort d'être surpris. Votre préfet
est très mal vu. Or, il vous a donné une bonne note, donc vous avez une mauvaise et il note. est mal vu. C'est bien normal. Donc la note est mauvaise. Alors là, j'ai appris. Alors, ça m'a rappelé une autre histoire. Vous avez encaissé? Ça m'a rappelé une autre histoire. Vous savez, les histoires sont très formatrices. J'étais ensuite envoyé coopérant en Amérique centrale, au Honduras. Et j'étais avec un ambassadeur qui avait tout pour être ailleurs, qui s'appelait Frédéric Max, qui était un grand expert de la Corée du Sud. Il a été ensuite ambassadeur en Corée du Sud. Et Frédéric Max défendait des positions gaulliennes. J'étais le seul coopérant français à n'avoir jamais été invité à l'ambassade des États-Unis, qui est un ambassadeur, un épouvantable individu, qui s'appelait Joseph John Jova, qui était un épouvantable individu avec tout le côté dominateur de l'Amérique latine, qui est la trahison de la doctrine originelle de Monroe, adaptée par Theodore Roosevelt. Donc on pourra en parler de ça, c'est très important. Là, on n'est plus du tout d'accord. Non, on est d'accord sur Theodore Roosevelt, qui a complètement trahi, qui a fait un impérialisme. Le bâton. Pourquoi? Il a transformé Monroe en impérialisme à coup de gros bâtons. Theodore Roosevelt, the big stick against the bloody little niggers. Le gros bâton avec ses sales petits nègres du Sud. C'est ce que disait Theodore Roosevelt. Ce que vous avez dans le viseur aussi, c'est la catholicité de l'Amérique latine, à mon avis. Bien sûr, ah oui, ça le gênait beaucoup, bien sûr. Alors, pour les protestants... Alors, ce qui est très intéressant, parce que ça donne espoir, c'est que Franklin Delano Roosevelt, c'était son oncle, je crois, c'est le neveu, lui a relu quelqu'un qui s'appelle Isaac Roosevelt, qui était quelqu'un qui a écrit au moment de l'indépendance américaine, et qui était contre la colonisation britannique. Et Franklin Delano Roosevelt se retourne et pense qu'il faut faire autre chose que ce que cette oligarchie financière qui dominait les États-Unis à droite comme à gauche faisait. Et c'est à ce moment-là qu'il s'en prend à la grande banque américaine et qui convoque un petit bonhomme qui était un avocat catholique qui s'appelait Pecora, et il l'appelle, et lui, il met devant leur responsabilité tous les banquiers, les gros banquiers de Wall Street. Et là, il y a un changement. Alors, c'est là qu'il y a un autre drame, parce que qui organise Roosevelt pour être contre De Gaulle? Et Roosevelt, même à un moment, pense que De Gaulle est un fasciste. Donc, il le combat, il le combat. Péril à cadavère. Hein. Alors, parce qu'il est entouré de gens qui le lui disent, qui pensent que c'est dangereux d'avoir quelqu'un en Europe qui a du caractère, et que les Français qui sont à New York sont les pires adversaires de De Gaulle. Il n'y a pas que Monet, il y a Saint John Perse, il y a une quantité de rigolos. Oui. Saint-Léger, l'épouvantable Saint Jean de Perse. Saint-Léger, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. Il y en a d'autres. Il y a Giraudoux, il y a Saint Jean de Perse, on se pique de culture, mais on défend en fait l'ordre établi. Oui, au sens on joue les paillassons, oui. On est un peu les paillassons de luxe. Mais vous avez, puisqu'on en arrive déjà à ce sujet, toujours des affections, des idéaux et des abstractions. Non, pas des abstractions. non, c'est pas des abstractions. Vous aimez les pères des États-Unis, les pères fondateurs. Certains. Et alors, répondez d'abord à la question que vous vous posez vous-même à propos de Roosevelt. Donc, qui a influencé Roosevelt? C'est quand même pas simplement les Français de New York anti-gaullistes. C'est beaucoup ce qu'on appelle vulgairement la banque. Oui, tous les banquiers, les gros banquiers de New York. Et alors pourquoi il craignait le général de Gaulle? C'est ça qui est intéressant. Alors, pas simplement parce qu'il avait du caractère, mais parce qu'il était la France, et que la France était déjà dans le viseur. Il y a la théorie, quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui est une chose extraordinaire. La vieille adversité des États-Unis envers la France. Vous savez que Churchill avait beaucoup insisté pour que de Gaulle aille à Casablanca rencontrer Roosevelt. Churchill, Roosevelt, de Gaulle et Giraud. Oui. Donc, c'est la poignée de main. Les Américains avaient envahi le Maroc français. Donc de Gaulle ne voulait pas y aller. Puis finalement, il a quand même décidé d'y aller. Alors, oui, parce qu'il disait déjà que les États-Unis occupaient un territoire français, oui. Bien sûr. De Gaulle n'est jamais allé aux cérémonies du 6 juin. Il appelait ça l'invasion. On a une nouvelle invasion. Nouvelle occupation du pays. Le terme est nouvelle occupation du pays. Mon ami le général Jean-Gabriel Révaud d'Allonne a été un de ceux qui ont combattu contre l'Amgot et pour détruire l'Amgot, avec De Gaulle et avec toute la résistance, les préfets qu'avait nommé De Gaulle. C'est bien ce que je dis, c'est que la France, les préfets communistes, pour Roosevelt, fallait résister. Qui est allé très loin, la France représentait un danger, c'est bien ça, il fallait la mettre sous la botte. Mais à la fin de sa vie, De Gaulle comme Roosevelt, De Gaulle a dit, Roosevelt défendait les intérêts des États-Unis. Ce que je pense n'est pas entièrement faux,
par rapport aux autres qui n'ont pas défendu les intérêts des États-Unis, qui ont défendu les intérêts de l'Empire américain. Puisqu'on en est là, dites-nous un peu, il y a une affection, il y a une ambiguïté de votre regard sur les États-Unis. Il n'y a pas une ambiguïté. Ils sont à la fois fils de l'Empire britannique, c'est-à-dire impériaux par nature, et dangereux, et sans bornes. Non. L'acte de naissance des États-Unis, 1776, c'est la libération de l'impérialisme anglais. Contre les Anglais, oui. Contre les Anglais, mais ensuite, trahi frontalement, avec des gens, y compris celui qui a assassiné Hamilton, Van Buren, tous les gens qui sont les représentants anglais ou de l'idéologie anglaise au sein du système américain, qui réapparaissent toujours. Dans le Sud, c'est les planteurs de coton du Sud qui font affaire avec les Anglais. Donc il y a une réaction du Nord. Et puis les Anglais s'implantent successivement dans les élites intellectuelles. Et comme par hasard, ceux qui sont opposés à ce qu'ils font sont éliminés. On a eu... Ça, c'est votre lecture des Lincoln, relations entre les États-Unis Hamilton, et la Grande-Bretagne. Oui. Et on a eu tous ceux qui voulaient faire une banque nationale des États-Unis qui sont éliminés, et en particulier promu indirectement par les Anglais, Jackson, le président soi-disant anti-banque, mais il est contre une banque nationale, il est contre toutes les banques. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Trump a au-dessus de son bureau le portrait de Jackson, et il développe un système soi-disant contre les banques, mais qui en fait, pour les stablecoins, pour un système financier parallèle, qui est encore pire que le système bancaire existant. Vous dites c'est la loi du Far West. C'est ce qu'on appelle aussi les bitcoins, pour que nos auditeurs comprennent bien. Les bitcoins, c'est je dirais des instruments de négociation de monnaie qui sont utilisés arbitrairement, sans aucune contrepartie productive face à eux. C'est la confiance et le pouvoir qui est devant eux. Mais dans les stablecoins, c'est différent. À travers ce qu'on appelle les blockchains, c'est-à-dire des instruments de registre. Ils peuvent communiquer avec tout l'univers des crypto-monnaies. Mais les stablecoins sont, eux, garantis par la Réserve fédérale américaine, et $1 pour $1, et les bons du Trésor américain en sont la garantie. Donc il y a une infection de tout le système par ces stablecoins qui ne représentent pas beaucoup, quelques centaines de milliards pour l'instant. Mais on espère qu'ils représenteront beaucoup plus pour contrôler les monnaies d'un point de vue américain, pour qu'il n'y ait pas un dollar américain, mais le dollar reste financier international. Et comme l'a dit très justement Jacques Attali, qui dans son vice a bien compris la chose, pour que ce dollar soit utilisé dans les paiements et finisse par anéantir les devises nationales de différents pays comme l'Indonésie, le Brésil ou d'autres. Et toutes les autres, oui. Donc, la bonne nouvelle pour moi, c'est l'affaire Epstein. Parce que l'affaire Epstein révèle, à cause de dissensions internes à cette oligarchie anglo-américaine, révèle l'absolu dévoiement des élites. Alors il y a un dévoiement, on ne va pas en parler maintenant longuement, mais c'est un dévoiement d'atrocités sexuelles, d'instruments de chantage, un dévoiement financier. Oui, ce n'est pas une affaire de pédocriminalité, c'est une affaire d'espionnage politique en instrumentalisant le chantage. De pédofinanciarisation, si on peut utiliser ça. Donc oui, tous les gens qui ont nourri depuis Greenberg de Bear Stearns jusqu'à Léon Black, tous ces gens-là qui ont nourri Epstein d'argent, il n'avait rien, il n'avait pas de diplôme, il était prof un peu de maths, et il est promu dès le départ comme cette espèce d'instrument de chantage, ce serviteur de luxe qui, comme tous les serviteurs de luxe, est chargé des basses œuvres de ses maîtres. Bon. Les gens disent « Ah, Trump, c'est très bien, il veut des systèmes patriotes en France. » Non, il ne veut pas des systèmes patriotes en France. Il veut des domestiques encore plus soumis. Oui, alors Jacques, je voudrais qu'on en reste sur l'ambivalence de votre regard sur les États-Unis. Il y a évidemment quelque chose que vous combattez beaucoup, à l'image de Larouche, auquel nous allons en venir, c'est-à-dire l'impérium britannique, qui pour vous est néfaste du début à la fin, et qui reprendra en main d'une certaine façon les élites américaines. Mais d'abord, ces élites américaines, les pères fondateurs, se débarrassent de l'influence de la Grande-Bretagne, et donc vous les regardez avec beaucoup de faveur. Les fondateurs des 13 États fédérés de la fin du XVIIIe siècle.
Alors, ça vous paraît de sortir du sujet, mais je ne veux pas aller aux États-Unis, donc je suis à la direction des relations économiques extérieures. Je veux aller en Chine, parce que je dis, voilà un pays. Oui, là, vous sortez de l'ENA, et donc il faut choisir une fonction. Oui, 3 ans après la sortie de l'ENA. Avant, je m'occupe de l'adhésion à l'Union européenne, à l'époque, la communauté économique. On y reviendra. Bref, je veux aller en Chine, parce que je dis, que font-ils maintenant, après ce qu'ils ont subi pendant les guerres de l'opium? Quelle est la Chine actuelle? On me dit non, il ne se passera rien, avec l'extraordinaire prescience de l'administration française. On me dit en 1972, il ne se passera rien en Chine, c'est pas là que ça passe. Il faut aller aux États-Unis, il faut aller à New York. Et à New York, c'est là qu'on fait le commerce, c'est là qu'il faut aller. Donc je suis nommé à New York. C'est comme ça que je vais à New York. Et c'est là qu'au bout d'un certain temps, je rencontre Lyndon LaRouche. D'accord. Alors, vous ne répondez pas à ma question parce que vous y retournez aux États-Unis, donc c'est ce que vous venez de dire. Ça, c'est début des années 70, 72, et c'est 73. À travers LaRouche que je vois l'histoire des pères fondateurs, voilà. Pas seulement. Voilà, et ces pères fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont de si attrayant pour vous? Ils ont l'attrayant qu'ils veulent un Alors, système. disons quelques noms, c'est Adams... c'est John Quincy Adams, qui a été président et ministre des Affaires étrangères, et qui dit, lui, il ne faut jamais que les États-Unis aillent chercher des monstres à l'extérieur à combattre. Il faut que nous représentions la liberté dans le monde et pas un système de domination. C'est clairement dit. Ouais, enfin, c'est aussi lui qui dit ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour le monde entier. Hein. John Quincy Adams ne l'a jamais dit dans ces termes. Il a dit nous devons donner l'exemple. C'est différent. Je vois que sur 100% de Français, 80% adorent les États-Unis pour toutes les mauvaises raisons du monde. L'impérialisme culturel, la domination. Mais pas pour la bonne, c'est-à-dire... Et 20% sont contre la pureté pour toutes les mauvaises raisons du monde. Initial. Personne n'a fouillé l'histoire américaine. Oui. Et c'est l'histoire américaine qui est une histoire vivante. Mais ce vivante. message initial, c'est-à-dire la manifeste destinée, vous l'avalisez, ça? Oui et non. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la destinée manifeste? Tout est là. C'est comme le peuple élu d'Israël. C'est la même chose. Est-ce qu'on l'est parce qu'on donne l'exemple au monde, parce qu'on fait le bien et on fait le bien pour autrui? Ou est-ce qu'on fait parce qu'on est différent et qu'on veut imposer aux autres? Voilà, dans les deux cas, c'est la même chose. Le dérapage a lieu. Et c'est très dangereux de penser cette destinée manifeste comme une arme. Ça, je suis tout à fait contre, bien entendu. C'est très dangereux. Mais c'était déjà dans la tête des pères fondateurs. C'est l'idée impériale. Même s'ils voulaient en faire un modèle... Oui, ils voulaient en faire un modèle. Le modèle s'affirme comme un empire assez vite. Hein. Un modèle dégénère un empire avec l'influence britannique. Ça, c'est clair. Alors, c'est toute la problématique... Mes amis américains se battent précisément aujourd'hui contre cela. Contre l'empire au nom de la pureté initiale. Mais ça, c'est LaRouche, c'est tout le drame de LaRouche, et un peu le vôtre, auquel nous allons revenir dans une seconde conversation. Là, vous êtes aux États-Unis pour longtemps, pour plusieurs années. Pour plusieurs années, je ne sais pas combien de temps vous y passez, dans les années 70. 72, 70, 16, c'est-à-dire 4 ans. 4 ans, bien. Et ces 4 ans qui ont bouleversé votre vie, ne serait-ce que parce que vous rencontrez un beau jour Lyndon LaRouche. Je ne dis pas non, c'est une idée. Non, c'est pas vrai? Oui, je vois un homme qui me donne des explications sur des choses que je pressentais. Donc, il me donne confiance en moi, par rapport à moi qui n'avais pas confiance en moi. Et je pense que c'est ça la politique, donner confiance aux gens en eux-mêmes. Et ça, c'est l'idée d'Amérique, la bonne idée d'Amérique. La mauvaise idée d'Amérique, si on est les meilleurs et on fout des coups de pied derrière des autres. Ça, c'est la mauvaise idée d'Amérique, bien sûr. Mais la bonne idée d'Amérique, c'est que chaque être humain a droit à une part, étant citoyen, à une part de son pays, et a le droit de mettre le nez là où ça ne le regarde pas. Alors, nous avons encore une 50aine d'années à parcourir. Nous allons revenir sur votre rencontre avec ce personnage, Lyndon LaRouche, et tout ce qu'il vous a apporté, au point de changer tout de même beaucoup votre vie. C'est vrai. Puisqu'il crée un parti dont vous allez créer en France la section européenne. Alors, c'est pas tout à fait la section européenne. Ah bon C'est un parti français qui s'appelle Solidarité et Progrès, et qui s'est d'abord appelé dont j'ai choisi moi-même le nom. Avant, ça s'appelle le Parti ouvrier européen, ce que je n'aime pas, et on passe à Solidarité et Progrès. Ah oui, mais vous êtes resté longtemps sur le Parti ouvrier européen. Oui, j'aime pas l'européen. Bon, alors, on reviendra sur LaRouche, et puis alors cette fois, on bascule sur votre carrière politique. Oui. À très bientôt, cher Jacques Cheminade. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Hein. Ne mollissons pas. À bientôt. Merci.